Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À l'occasion de la sortie de la fabuleuse histoire de Max et Léon en DVD, on va revenir, analyser et commenter le phénomène Palmachot. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai des analystes Vincent Manilev, bonjour. Bonjour. Et Max Besnard. Salut Daniel. Qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline? Oui. Cette compagnie va filer droit. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. Déserté, mais vous n'y pensez pas, j'espère. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente... Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine! C'est grand, hein. On n'est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. Vous attaquez l'ambiance, hein. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! Ridicule. C'est ridicule. L'extrait s'est bien arrêté. Alors, on est devant un film de Jonathan Barré et avec Grégoire Ludig et David Marsay. Je sais toujours pas qui est qui, en fait. Alors qu'avec Les Inconnus, c'était plus simple. Tu vois, il y avait Didier Bourdon, tu voyais qui c'était, Légitimus. David Marsay, c'est le bouclé avec les lunettes et Grégoire, c'est le grand avec la moustache. C'est le un peu plus gros. Voilà, d'accord. Et j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Et donc, cette fabuleuse histoire de Max et Léon, c'est l'histoire de deux baltringues, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que deux déserteurs qui frayent leur chemin à travers la Seconde Guerre mondiale? Et il est sorti en DVD en ce moment, et à l'occasion de leur changement de bord, puisqu'ils ont changé de chaîne de télé, là, Palmachot, ils ont le vent en poupe. On a décidé de revenir un peu dessus. Vincent, qu'est-ce que tu penses de ce film maintenant avec le recul? Parce que je me souviens de toi, tu étais un peu vénère à la sortie de la salle. Alors, pas vénère, tu lui trouvais des circonstances atténuantes. Je vais simplement, pour donner un peu de contexte, j'aimais beaucoup le Palmachot, j'aimais beaucoup leurs sketchs, je regardais régulièrement des sketchs sur YouTube, etc. Je les montrais même à mon père, qui des fois rigolait et tout, pour le montrer qu'il y avait des choses intéressantes sur Internet. Donc je suis venu à la séance avec des attentes, etc. Parce que en plus je savais qu'il y avait des acteurs, etc. qui étaient intéressants, qui allait faire des bons caméos, etc. En fait, ce que je trouve, c'est que le film, pendant les trois quarts, est un peu dans le vide, etc. Enfin, on comprend pas. J'ai l'impression que c'est des successions de gros sketchs. Au début, ça va très vite. On est très attaqué, il y a un rythme très YouTube, un peu limite plan cut, etc. en permanence. Et moi, ça m'a beaucoup gêné. Mais heureusement, je pense qu'on va y revenir. Il y a une petite partie quand tout ce qui se passe autour de la collaboration dans ce film-là, ça m'a beaucoup plus intéressé, ce qui m'empêche de complètement jeter ce film à la poubelle, en fait. Et toi, Max, je sens que les souvenirs sont très proches, très frais dans ta tête. Je l'ai vu pour la première fois parce que je l'avais complètement zappé, en fait. Je l'ai vu pour la première fois aujourd'hui même, très très tôt ce matin. Donc oui, c'est très frais dans mon esprit. Alors, globalement, je suis totalement d'accord avec Vincent sur le fait que j'ai trouvé ça assez décousu globalement. Je trouve que en tout cas la première partie, il n'y a aucun fil conducteur particulier. C'est juste effectivement, comme tu disais, une succession de gags pour dire les gars racontent l'histoire de pourquoi ils arrivent dans ce bar au début du film avec des costumes de SS. C'est totalement invraisemblable. Et puis à partir de la seconde partie, ça commence à se structurer. Il y a même un moment où tu vois une carte et puis ils font des allers-retours pour signifier ça fait une croix-gamme. Pour signifier que ils vont nulle part, quoi. Ouais, c'est complètement, ça tombe complètement à plat. Cela dit, effectivement, ça donne une bonne idée de ce qu'est le film, malheureusement. Mais je trouve que la seconde partie, par contre, commence à bien fonctionner. Effectivement, c'est à partir du moment où il y a toute la partie collaboration. Ça commence à raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont, d'un seul coup, ils vont droit au but dans l'histoire qu'ils sont en train de raconter à ces mecs dans le bar. Donc, toujours encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils ont ces costumes alors qu'ils sont français? Et d'un seul coup, ils mettent leur storytelling en accéléré. Et en l'espace de quelques secondes, paf, allez, on oublie, on passe, et on arrive au moment où, ça y est, ils ont leurs uniformes, et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Et là, le film, je trouvais qu'il était
plutôt intéressant, mais bon, il s'était déjà passé 45 minutes, une heure, quasiment. Ouais. En fait, oui, on est d'accord. C'est au moment où il rentre dans la cellule de propagande nazie. D'ailleurs, c'est une règle de base du cinéma, c'est dès que tu mets des nazis, c'est toujours plus rigolo. Vraiment, genre ça c'est mathématique. Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est si on compare avec d'autres films, enfin même des vieux films, on se moquait uniquement des nazis. Là, on se moque des collabos en fait, et c'est en ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Bernard Farcy notamment qui gère, qui est content parce qu'aujourd'hui il a reçu 40 lettres de dénonciation, etc. Il y a tout ce petit écosystème là qu'on voit pas forcément dans les films de guerre, de Bourvil, de Funès, etc. Et je trouvais que ça a amené une fraîcheur et un regard même parfois sombre en fait sur la collaboration, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est pour moi le plus gros problème de ce film, c'est qu'il ne sait pas maîtriser les basculements de ton. C'est-à-dire que dès que ça devient glauque, et à un moment on voit des gens se faire abattre. Oui, voilà, je pensais à cette scène. On voit des mecs se faire abattre par la Gestapo. Et la scène est presque balayée d'un il y a des morts, et ça bascule c'est vraiment un petit changement de plan et on passe à autre chose. Il y a un moment une histoire d'une petite juive qui sauve, et puis cette histoire est complètement oubliée en cours de route. Ils ne savent pas faire les basculements de ton, à tel point que la fin, je ne comprends toujours pas le gag final où ils se retrouvent, ils sont téléportés, ils se retrouvent en Angleterre, et puis ensuite ils se retrouvent sur le point de faire le débarquement, quoi. Et moi j'étais dans la salle et je me disais mais merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont sur le point de faire le débarquement? Ce qui implique qu'ils vont sans doute mourir. Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle à ça? Et donc ils se permettent de faire un caméo d'un pote, beaucoup trop de caméos de potes pour que ça soit trop sincère. Il y en a quelques-uns d'assez ouais, mais sur la fin, sur le final, et c'est autant tu mets des grands comédiens comme tu le disais, Vincent, Bernard Farcy, c'est le moment le plus drôle de la bande-annonce qu'on a écouté. C'est quand tu reconnais la voix de Bernard Farcy, tu sais que tu vas rigoler avec ce mec. Et du coup, tu comprends pas ce qu'ils essayent de faire en fait avec leur espèce d'humour pas noir. C'est comme un humour un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais en même temps qui est pas maîtrisé. C'est vraiment très très bizarre, quoi. Je regardais un classique il y a pas si longtemps qui est repassé à la télé, donc la Cité de la peur. Tu vois, la Cité de la peur va partout, mais en même temps il y a quand même un film qui est structuré. Là tu ne comprends pas ce qui signifie. La Cité de la peur te raconte quelque chose. Voilà. Là c'est une succession de sketchs, et on se dit qu'ils en rajoutent un ou qu'ils en enlèvent un. Au final, la fin est toujours, enfin, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, je pense qu'ils déambulent beaucoup trop. Moi, si on me les avait fait rentrer directement dans la cellule de communication pour de la collaboration au service de Vichy, etc. Je pense que là, ça aurait peut-être eu de meilleurs enjeux. Et que t'en aurais pas fait des baltringues, surtout, et que t'en aurais fait des mecs un peu malins. Ouais, Parce que le fait d'être un mec qui glisse sur les pots de banane, ça passe pour un début de film où tu fais la grande évasion. Enfin, tu vois, pour un truc, les mecs qui essaient de s'échapper, ça peut passer. Mais pour un mec qui s'installe dans la Gestapo, être un gaffeur, c'est un truc un peu périlleux et qui fonctionne pas toujours, quoi. Si vous le voulez bien, on va parler un petit peu du Palmacho. On va s'écouter un petit sketch. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Masterchef. C'est la quiche de votre vie. Une émission où les candidats cuisinent et se font défoncer par un jury qui se la pète. Faites-moi voir cette andouillette. Elle est dégueulasse, cette andouillette. J'aime quand les plats sont bien présentés, j'aime avoir un foulard autour du cou, et j'aime faire les décomptes. Il vous reste 30 secondes. Vous avez la pression. Et là, si je vous souffle dans l'oreille... Prenez le temps. Regardez bien vos ingrédients. Moi, j'aime le piment d'Espelette. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer. C'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça, c'est bon. Ça, c'est du piment d'Espelette. J'adore. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Oh là là. Il y a du thym. En fait, j'ai tout le temps faim. Mais c'est fou, ça. Monsieur Côte de Porc dévore tout. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Et alors, pour moi, Palmacho, ils sont apparus dans mon radar au moment où ils ont commencé à faire des parodies, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque en France, c'est des parodies d'actualité
et de qualité. C'est-à-dire, moi, ce que je cherche, en fond, c'est un peu le retour des inconnus. Et ils ont un peu comblé ce vide. En moins, pour moi, ils sont un peu... allez-y. Qu'est-ce qui vous... Dans le sens où, effectivement, il y a un manque, je suis d'accord, parce que quand il y a eu Samedi soir en direct avec Gad Elmaleh, où vous avez des parodies d'émissions comme ça, principalement d'émissions d'M6, pour moi, c'était à plat, je trouvais ça ridicule, etc. Et c'est vrai que là, eux, ils ont plusieurs centaines de vidéos, de sketchs à disposition, et effectivement, ils font de la parodie à la fois de films. Ils se sont fait un peu connaître en faisant des parodies de Reservoir Dogs, etc., de films, etc. Ils ont évolué en faisant des parodies d'émissions de télé, puis aussi du comique de situation en permanence, de concepts, de héros et tout. Et effectivement, tu parlais des inconnus. Pour moi, il y a quelque chose de ça aussi, c'est-à-dire que ils prennent des personnages un peu clichés. Donc il y a les profs, il y a les flics, il y a les médecins, etc. Et forcément, on pense tout de suite aux inconnus. Et voilà, c'est pas forcément toujours bien réussi, parce que là, la mise en scène est très très simpliste. C'est juste une caméra posée avec des plans cut et tout. Mais il y a quelque chose d'intéressant, et effectivement, ils ont réussi à créer des personnages qui font revenir de temps en temps régulièrement et qui marquent. Et il y a la blague du piment d'Espelette revient de sketch en sketch, c'est un peu méta en fait. Et je trouve ça intéressant, et ça marque, et c'est des petites phrases qu'on retient et qu'on se répète comme on se répétait les blagues des inconnus, quoi. Max, toi qui es un expert et de piment d'Espelette et du game YouTube, pourquoi tu crois que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que ça se contente très généralement de parodier des émissions télé qui marchent, de parodier des comportements assez caricaturaux des Français en général. Et puis moi, il y a quelque chose. Alors j'aimais bien le Palma Show au départ. J'aimais bien ce qu'ils faisaient tous les deux quand ils ont commencé avec des premières vidéos de parodie de blockbuster américain. La vidéo d'Indiana Jones, elle est très très drôle. C'était filmé à l'arrache, c'était produit avec vraiment zéro moyen. Et ce que je leur reproche après, c'est que ils ont commencé à industrialiser leur production. Tu compares avec Les Inconnus, mais Les Inconnus, c'était en gros un programme par an. D'accord ? Ouais, peut-être 2-3. Les pièces de théâtre, mais c'était pour moi, Les Inconnus, c'est les émissions spéciales du Nouvel An. La télé des Inconnus. La télé des Inconnus, exactement. Donc c'était une émission par an en gros, et finalement, quand tu regardes tout ce que eux ont fait, Les Inconnus de leur côté, c'était ça tient sur quelques heures de programme. Le Palma Show, c'est des centaines et des centaines de vidéos de 3, 4, 5 minutes. Donc évidemment, il y a des moments où ça vise très très juste, il y a des moments où c'est très 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 drôle. Et puis je trouve que globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont moyennes. C'est un humour, moi, qui, je trouve, ne fonctionne pas systématiquement. Il y a beaucoup de choses à jeter en fait. Je suis un peu difficile peut-être, mais non, mais je suis d'accord dans le sens où il y a une industrialisation, mais je pense que c'est dû au système de production qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire que effectivement, il faut produire au moins une vidéo par semaine pour que YouTube puisse se prendre en compte, etc. Bon, effectivement, c'était diffusé sur D8, etc. Mais je pense qu'il y avait... faut garder en tête que quand même il y a une production à amener sur Internet en permanence, une présence, c'est-à-dire tous les jours se signaler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est plus de l'événementiel, c'est plus à un moment donné un truc d'événement. Et c'est vrai que quand ils ont fait des émissions comme ça de prime time et tout, moi justement là je trouvais que c'était moins bon en fait. Enfin, il y avait des sketchs qui étaient bien, mais plus en fait ils ont tenté d'étaler leur programme, moins ils étaient bons. Et pour moi, leur format à eux, le format qui marche, c'est du 2 minutes 30, etc. Et c'est vrai qu'avec ce film, ils ont essayé de faire 1h40, mais c'est 2 minutes 30 collé à 2 minutes 30, etc. Ouais. Nous aussi, on va feed the beast, on va s'écouter encore un petit extrait. Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Ce monde nous fait peur. Je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag no filter. Y a un filter. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvelle
l'album, dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Les brunchs sans quinoa, quinoa. Les brunchs sans quinoa, à qui de droit, Max? Ça me parle. Toi, beaucoup. c'est quelque chose, c'est une problématique qui te parle? Non, mais j'adore leur parodie de musique en général. Je trouve que leur parodie de PNL, elle est exceptionnelle. Ouais. C'est un de mes sketchs préférés sur YouTube, en fait. C'est peut-être ce qu'on va s'écouter, qui sait. Ah, peut-être, d'accord, très bien. Non, ils sont très forts, en fait, pour cerner les tendances et en faire des sketchs. J'ai l'impression que t'as beaucoup de gens qui tweetent tout ce qu'ils ont dans la tête. Eux, au lieu de tweeter, ils font des vidéos. Ça va aussi vite que ça, donc parfois c'est un peu à côté, mais c'est vrai qu'ils sont très forts pour cerner les tendances, ça c'est une évidence. Et toi, Vincent, toi qui suis tout le temps l'actu Internet, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils sont passés de C8, donc... ils sont passés à TMC, donc du coup, en fait, c'est comme s'ils rejoignaient le Real de Madrid. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es au courant des transferts, transferts? Non, mais je pense que tout simplement que voilà, on sait ce qui se passe chez C8. Il y a eu un changement complet avec l'arrivée de Bolloré. Je pense que les objectifs sont plus du tout les mêmes, etc. Et que maintenant, C8, c'est Hanouna, c'est l'humour Hanouna, etc. Et je pense que le Palmacho, même s'il y a un côté un peu comme ça, pipi caca et tout, correspondait pas forcément à l'image que voulait donner Bolloré de cette chaîne-là. Et TF1 maintenant, parce qu'en plus donc ils ont eu Quotidien, donc il y a un peu l'esprit comme ça, infotainment, un peu glamour, drôle. Le petit rapporteur 2017, quoi. Ouais, oui, en un sens, mais enfin avec plus de prétention. Non, mais avec plus de prétention aujourd'hui. Mais je pense que ça collait beaucoup plus. Et voilà, donc un côté Cannes, machin. Donc ils ont eu cette émission. Je pense que c'était une opportunité pour eux, voilà, de partir à Cannes, de faire des sketchs. Ils ont réussi à vendre ce format-là à TF1. Et voilà, ils auraient pu le tourner de ville. On voit pas beaucoup de Cannes, en fait. Oui, non, effectivement. Mais c'était l'occasion de parodier Xavier Dolan et je les remercie. Oh là là, il est tellement drôle, ce sketch. Alors, je l'adore. Moi, je sais pas lequel je préfère de tout cela. Moi, il y a le Dolan que j'ai bien aimé. Et puis sinon... La parodie d'Antoninette, elle est fabuleuse. Oui, et une parodie... le biopic sur Noah. Oui, voilà, le biopic Sonora qui est très bien sorti. Et celui où il découvre qu'il a un vagin. Enfin, c'est le. Ah oui, voilà. c'est ça en fait. Oui, c'est l'autorité. Je sais plus comment ils l'ont appelé, mais. C'est Patchat. C'est ça. Oui, et qui t'expliquait qu'on décale, tu vois. Ouais, on décale, c'est ça. On prend l'humour et on décale. Et en plus, pour analyser toutes ces comédies, on se sent encore plus proche parce qu'on voit complètement le truc irrationnel des comédies. C'est pour ça que ça nous a parlé en fait. Qu'on s'enfile, oui. Quand ça nous touche, c'est comme le quinoa. On aurait peut-être l'émission sur ce film-là et on les laisse parler. Allez, on s'en fait un petit dernier. Je suis pris pour cible, rappeur sensible, ouais c'est possible, mais ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, je suis sans armure, y'a trop de torture, je vois des choses trash, pire qu'une calache. J'entends le royaume, Simba y croit, c'est lui qui a tué Mufasa alors que c'est Scar. V'là le gros bâtard. Fox et Rookie étaient amis pour la vie, mais en fait à la fin ils sont plus amis pour la vie. Oh là là, Cendrillon ça me fait du mal quand elle peut pas aller au bal, putain c'est noble. Sa belle-mère la teinte. Ariel, petite sirène. Des lames de sel. Et puis Mowgli, c'est chaud aussi. Allez viens dans mes bras mon copain. Si mère frère, parce que j'ai vraiment besoin d'un gros câlin. Mon pauvre lapin, c'est pompon dans mon vie. Vas-y coupe, évidemment. Alors oui, je trouve une circonstance atténuante, parodier PNL, c'est quand même le truc le plus simple du monde en fait. Il suffit de faire une petite musique un peu rêveuse, des paroles qui disent n'importe quoi sur le sujet lambda. Mais pour le coup, ils le font mieux que tout le monde en fait. Mais c'est pas tellement parodié que ça en fait. Au final. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Hein, si tu cherches bien, Tintin, moi j'aime bien Tintin de loin sur internet. Si tu regardes à YouTube, sur YouTube c'est pas mal. Il y a un truc, et juste pour conclure, c'est que je trouve que toute cette vague de comédiens qui viennent aussi de YouTube d'ailleurs
assimile de plus en plus les codes, je dirais, de SNL et de Lonely Island en fait. C'est-à-dire surtout dans celle-là, on le sent. Il y en a un qui va tendre la perche à l'autre et l'autre va la reprendre au vol. Ils vont à chaque fois se donner la balle, un peu comme on voit un peu dans le SNL ou dans les choses comme ça. Et je trouve que c'est assez malin en fait, parce que on gagne quand même à s'inspirer des Américains pour leur efficacité, surtout dans le truc d'écriture, quoi. Et surtout que maintenant, c'est grâce à YouTube qu'il y a plus de visibilité sur le travail de SNL. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des sketchs qui sont mis en ligne, qui sont accessibles, et que les Français, les humoristes français peuvent visionner plus facilement qu'en cherchant à regarder l'émission, voilà, comme ça a pu être difficile par le passé. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais sans refaire les sketchs comme certaines émissions. Bien sûr, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Oui, voilà. Bon, je vais pas vous demander combien vous allez mettre sur le DVD, ça sert à rien. Ah bah écoute, moi je peux te le dire, j'ai mis 4,99€ pour la location en VOD. Ça sent la VOD. Voilà, donc j'ai pas eu le choix. Mais je vais aller directement à votre co, Vincent. Alors moi en fait comme je disais au début, j'aimais beaucoup leurs sketchs et je les regardais certains en boucle, et je voulais simplement recommander 3. Il y en a un, c'est où ils parodient Mario et Luigi, où c'est une mise en scène qui est quand même assez maligne. Enfin voilà, il y a peut-être des blagues un peu faciles et tout, mais je dirais en termes de scénographie, c'est-à-dire qu'ils sont sur un vrai faux décor avec des gens avec en tenue de lycra qui déplacent les objets, les carapaces, etc. Donc celui-là, je le trouvais assez intéressant. Il y a aussi celui quand il tente un truc, s'appelle donc c'est un gars qui reçoit sa collègue chez lui parce qu'il faut qu'il l'héberge pour la nuit. C'est toute la nuit, il se pose des questions, est-ce que je tente ou pas? Et je trouvais ça assez intéressant, et ça se détachait un petit peu juste du plan face cam, et on cutait de blague après blague. Il y avait plus de construction, et c'est une évolution qu'ils ont prise. Et sinon, je peux recommander des personnages, Gaspard et Balthazar, qui sont les deux pervers qu'ils ont créés, les deux racailles, Enzo et Sydney, qui sont aussi assez drôles. Il y en a un qui zozote, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et je pense qu'il suffit des fois de se perdre un peu sur YouTube dans leurs sketchs, et voilà, de se faire plaisir. Et toi, tu te perds sur YouTube, Max? Oh là, je me perds beaucoup sur YouTube. Moi, je vais recommander. Alors, c'était un peu. C'est arrivé après, mais c'était finalement un peu les concurrents aussi. C'est l'équipe du dézapping du Before. Ça a duré une saison sur Canal+. Donc, c'était une parodie du zapping de Canal+, par la team Monsieur Poulpe, Mr V, Studio Bagel, voilà, Golden Moustache, etc. D'ailleurs, il y a des sketchs dans lesquels on retrouve les deux gars du Palma Show en invité. Et quel petit monde. Ouais, non mais tout se recoupe finalement. Moi, le dézapping, je trouve ça plus percutant en fait que Palma Show, Very Bad Blague, etc. Je trouve que c'est monté de façon un peu plus clean. Je trouve que c'est ils en ont moins fait aussi. Ils en ont fait beaucoup moins. Il y a 70 épisodes. Ça se regarde très facilement. Il y a des gros best-of en plus pour aller plus vite. Là encore, c'est le même concept, hein. C'est parodie d'émission. D'ailleurs, la parodie de Top Chef, Master Chef, ils l'ont faite aussi avec Monsieur Poulpe. Elle est ultra vénère. C'est le même concept, ça va aussi vite. La différence, c'est qu'ils sont pas deux à écrire, ils sont 10, 12 et ils tournent. Donc il y a des personnages récurrents aussi comme dans le Palma Show, mais comme ils sont plus nombreux à écrire, il y a peut-être un petit peu plus de comment dire. Il y a moins de gras. Ouais, voilà, ouais. Voilà, moi je trouve que c'est plus efficace au bout du compte. C'est exactement le même genre d'humour. Si t'aimes le Palma Show, à mon avis, tu peux que kiffer le zapping. Donc voilà. Il y a encore un vrai travail à faire en France sur les auteurs de sketch. Aux États-Unis, c'est complètement un travail revendiqué. Il y a une vraie école de ça, et c'est des gens qui finissent par faire leur propre stand-up, ou qui finissent par avoir leur propre show. Après, il y en a qui sont, enfin, dans toutes ces teams. Moi, j'étais un grand fan de Suricat aussi. L'équipe de Jules Fou, tous ces gars-là. Mister V, pour moi, c'est le meilleur de tout le game sur YouTube en France. Pareil, ça c'est à voir. Tapez Mister V dans YouTube, regardez tout ce qu'il a fait. C'est quasiment 100% bon. Je te fais confiance, je n'en connais aucun de là-dedans. C'est vrai. Il vient de faire un album de rap. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup moins bien, mais même si ça cartonne. Et moi, c'est simple, je vais vous recommander un truc simple. Je vais vous recommander Les Inconnus sur YouTube, parce que c'est simple. C'est simple. Je pense que le Palma Show est aux Inconnus ce que les Black Eyed Peas étaient aux Fugees. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es en manque de Fugees, et t'as eu les Black Eyed Peas. Et c'est pas une moquerie, c'est juste un état de fait. C'est un peu dur avec les Fugees. Je trouve que Les Inconnus, ouais, mais c'est un moment.
wishful thinking, tu as ce que tu voulais. J'adore Les Inconnus et leur sketch le plus emblématique, je dirais, c'est peut-être Les Flics, avec Robert Patulucci et tous ces gardiens de la paix qui se débarquent. Je trouve ça hilarant, je peux les regarder pendant des heures et j'ai l'impression d'en découvrir à chaque fois des nouveaux. En fait, c'est juste que ma mémoire fonctionne peut-être moins bien, je ne sais pas. Ouais, mais d'ailleurs, si j'ai juste rebondir là-dessus parce que dans Les Inconnus, il y a un sketch moi que je surkiffe particulièrement, c'est celui qui parodie le cinéma en général, une émission d'Arte avec du cinéma d'auteur et Daniel Toscan s'est planté. C'est ça, voilà. Ouais. En fait, t'as toujours le même scénar qui revient et qui est refait en mode années 50, années 70, années 80, etc. Et pareil, que ce soit le Dézapping ou Palma aussi. Palma a fait 2 très très bons sketchs en mode Very Bad Black sur les comédies romantiques et sur les films d'auteurs français, je vous recommande, qui sont dans le même esprit que ça et du coup ça rejoint totalement ce que tu dis. Merci à Capitaine Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDRC sur iTunes et sur les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on revient aux comédies, aux standards. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais j'espère qu'on va s'éclater. Je croise les doigts. Revenez, à bientôt. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.